Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans ce podcast Les Essentiels. Nous te proposons d'écouter les voix de celles qu'on n'entend pas, les femmes qui travaillent au cœur du CHU de Nantes. Aujourd'hui, nous t'invitons à découvrir le portrait de Françoise Millet, aussi connue sous le nom de Docteur Moustique. Bonjour, donc je m'appelle Françoise Millet, je suis comédienne professionnelle et j'interviens en pédiatrie depuis 30 ans en tant que clown en milieu hospitalier. Eh bien, j'ai commencé tout de suite après mon baccalauréat, j'ai intégré une école de théâtre, j'ai suivi un cursus un peu classique pendant 2 ans et j'ai eu la chance d'intégrer à la sortie de l'école une compagnie de théâtre professionnel sur Angers et j'ai intégré cette compagnie pendant 2 ans et puis ils m'ont gardée après les 2 ans comme comédienne. Voilà, donc j'ai travaillé avec eux pendant quelques années. Et puis depuis, je suis toujours restée sur la région. C'est-à-dire qu'après Angers, je suis venue m'installer sur Nantes. Et quand je suis arrivée sur Nantes, j'ai reçu un coup de téléphone un soir. Je connaissais encore pas grand monde, d'une personne qui m'a demandé si je voulais passer une audition pour être clown en milieu hospitalier, puisqu'il y allait avoir un service à Nantes qui allait bénéficier du passage des clowns et que le Rire Médecin allait ouvrir une antenne. Donc, je me suis dit, en fait, j'avais pas vraiment envie de faire ce métier-là, puisque quelques jours avant, ça tombait quand même, c'était un peu bizarre, mais quelques jours avant, j'avais vu à la télé un reportage sur les clowns du Rire Médecin. J'avais trouvé ça magnifique, je trouvais que c'était vraiment un beau boulot, du beau boulot. Mais alors c'était un truc qui me faisait peur parce que le milieu hospitalier était vraiment pas pour moi. J'avais en tête des couloirs qui sentent très fort, le camphre ou des choses comme ça. Enfin voilà, des idées toutes faites sur le milieu hospitalier. J'avais pas du tout envie de me retrouver là-dedans. Donc j'avais vu le reportage sans me dire à un moment, tu pourrais en faire partie. Mais bon, après le coup de téléphone, je me suis dit, passer une audition, c'est très bien quand on est comédien, pris ou pas pris, c'est pas grave. C'est toujours formateur. Donc j'avais répondu positivement et je suis allée passer l'audition. Et comme j'étais pas très stressée, puisque j'en avais pas, voilà, je m'étais pas dit que j'allais faire ce boulot-là, j'ai été prise. Et là, la directrice de l'époque, qui s'appelait Caroline Simons, qui était une américaine de, pas 2 mètres, mais au moins 1,93 m ou 94, me dit, Françoise, moi je lui dis, je sais pas en fait, je suis prise, mais je sais pas si je peux faire ce métier-là, je suis pas sûre, je veux bien essayer. Elle me dit, écoute Françoise, ce qui serait bien, c'est que au moins, tu t'investisses 1 an, mais je peux pas te former, puisqu'il y a toute une formation, on n'est pas jeté comme ça dans les couloirs de l'hôpital sans être formé. Donc je lui ai dit, ok, je pars pour 1 an comme clown au Rire Médecin, et je viens de fêter mes 30 ans. Voilà. Alors l'association a été créée en 91 par Caroline Simons, donc une américaine qui faisait déjà ce métier à New York, dans une compagnie là-bas qui s'appelait le Big Apple Circus, avec un accent que je maîtrise totalement. Voilà, et elle est arrivée avec ce projet-là, parce qu'elle vivait en France. Et elle est arrivée avec ce projet-là dans ses valises, et elle a monté cette association. D'abord sur quelques hôpitaux parisiens dans les services de pédiatrie. Et puis en 95, Nantes a été la première ville de province. Donc là, elle a embauché 3 clowns, dont je faisais partie, 3 personnes pour intervenir 2 fois par semaine dans les services de pédiatrie générale et les services d'oncologie pédiatrique. Maintenant, on est une équipe sur Nantes de 13 clowns professionnels et on intervient dans 7 ou 8, je ne sais même plus, c'est énorme maintenant, des services de pédiatrie. On intervient toujours donc en pédiatrie générale, en oncologie pédiatrique, en réanimation, en chirurgie avec l'unité des brûlés, en spécialité. Et dernièrement, on vient d'ouvrir l'HAD, qui est l'hôpital à domicile. Tout nouveau, c'est génial. On part
en balade avec l'infirmière en fait, hein, on est 3 dans la voiture, les 2 clowns et l'infirmière, et on va chez l'enfant pour accompagner les soins de l'infirmière. Donc là, c'est souvent, on est un peu plus longtemps avec l'enfant que quand on est en milieu hospitalier, enfin dans les services, et c'est un autre rapport, c'est génial. Le truc important qu'il faut que je dise, c'est qu'on intervient toujours par 2. C'est hyper important parce que du coup, comme il n'y a rien d'écrit, on improvise auprès des enfants ou dans les services. Donc le fait d'être à 2, ça permet de se soutenir ou quand il y en a un qui est en manque d'idées à un moment, c'est l'autre qui reprend. Voilà, ça amène de l'eau au moulin le fait d'être 2. De même, quand on est dans une situation des fois qui peut nous toucher individuellement ou qui est un peu dure, le fait d'être 2, c'est toujours porteur aussi. Et puis il y a toute une partie aussi des enfants, je dirais des enfants peut-être souvent plus petits, hein, les petits de 18 mois à 3 ans qui peuvent nous trouver un peu impressionnants. Le fait d'être 2, ça nous permet de ne pas être frontal. Ça peut être un jeu qui n'est pas complètement direct à l'enfant. On peut être à 2, à faire des choses, et lui ne se sent pas complètement... il ne peut être que spectateur. Parce que sinon, on joue souvent avec... en trio, hein, du coup, hein. Quand il y a un enfant qui est avec nous, on l'intègre à notre jeu. Mais là, sur souvent les petits, il vaut mieux être le laisser spectateur et le laisser nous regarder. Il faut qu'on l'apprivoise, quoi. Il y a une bulle à respecter, et ne pas rentrer trop près dans sa bulle. Le rire médecin, c'est aussi, donc maintenant, je ne sais plus combien on est. On est en France, plus de 150 clowns. Il y a plein de villes, donc après Nantes, qui ont ouvert des services de pédiatrie en intégrant des clowns. Il y a la ville de Nancy, il y a la ville de Rennes, Angers, Besançon, Marseille, Tours, Orléans. Je crois que c'est tout, mais j'ai peut-être oublié. Mais donc oui, on est une grosse équipe maintenant de clowns. Et on continue toujours à se former, c'est-à-dire que même si ça fait 30 ans que je fais partie de cette équipe et de cette association, on a une formation continue, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on se retrouve, pour faire des formations plus médicales. Alors attention, on n'a pas fait d'études de médecine, mais comme les choses évoluent, que la médecine évolue, la dernière formation qu'on a faite était sur les greffes pour les leucémies. Donc on se met un petit peu au goût du jour, et ce sont en général les chirurgiens ou les médecins des services qui viennent nous parler des différents protocoles de soins, pour qu'on soit au courant un petit peu de ce qui se passe, pour éviter aussi de faire des bêtises, effectivement, parce que si on ne sait pas trop comment ça se passe, il y a quand même un protocole suivant les maladies à respecter. Le fait de se former régulièrement nous permet d'être plus professionnels, en fait. Donc on continue, on fait aussi des formations artistiques. On va avoir au mois de décembre 2 jours de formation avec un clown pour travailler le chant et la musique. Donc on continue, voilà, régulièrement, et on se voit, donc c'est 150 clowns, on se retrouve 2 jours par an à Paris, au siège de l'association Le Rire Médecin, et on participe à des colloques ou des choses comme ça. Enfin, c'est très intéressant, et on continue du coup à apprendre, à se former. On reste pas dans notre coin, donc c'est vraiment un métier où régulièrement on remet de l'essence dans le moteur pour pouvoir avancer, quoi, je dirais, c'est ça. Alors, Docteur Moustique, l'anecdote, c'est que le jour où je suis montée à Paris pour passer mon audition de clown, j'ai sonné à la porte d'un appartement sur Paris, et il y avait donc la directrice Caroline Simons qui a ouvert la porte, qui fait plus d'1m90. Moi, je mesure 1m54, voilà. Et du coup, quand elle a ouvert la porte, elle a baissé les yeux et elle m'a regardée, elle a dit « Waouh, j'étais grande comme toi quand j'avais 5 ans ». Et elle m'a dit « Bon, alors c'est quoi ton nom de clown ?» Je n'en avais pas, elle m'a dit « Tu t'appelleras Moustique ». Et son nom de clown à elle, c'était Girafe. Donc voilà, je pense qu'effectivement, elle trouvait que je ne pouvais pas être plus grosse qu'un moustique. Le premier accessoire du personnage de clown, c'est le nez. C'est le nez, c'est un masque, hein, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on porte ce masque sur le visage, on est personnage.
Donc, à aucun moment, quand on a le nez sur nous, vous pouvez nous parler. Enfin, on va pas vous répondre normalement. On sera en personnage. S'il y a besoin vraiment de communiquer, faut nous faire signe. Et à ce moment-là, on enlève le masque. Et puis, ce qui arrive souvent avec les soignants quand ils ont besoin de nous pour faire des accompagnements de soins. Mais oui, c'est le premier accessoire. Et puis après, bon, le costume participe, bien sûr. Mais la chose la plus importante, c'est le nez. Et après, je dirais, avant de partir travailler près des enfants, c'est la connexion avec son partenaire. C'est-à-dire que souvent, dans les vestiaires, une fois qu'on est habillé, bah, soit on chante une chanson ou deux parce qu'on se dit, tiens, on va pouvoir faire quelle chanson dans les couloirs. C'est bien aussi que quand on arrive dans le service, on nous entende. On a des chansons de parade, comme on appelle ça. Donc on se met d'accord sur une chanson, on la répète une fois ou deux pour être bien connecté, parce qu'il faut faire quand même quelque chose de propre. Donc même si on n'est pas des chanteurs professionnels, enfin il y en a dans l'équipe quand même. Mais moi c'est pas le cas, donc il vaut mieux que je répète. Et puis après, bah voilà, on déconne un petit peu entre nous pour savoir si ça passe bien. Et faut chauffer la machine, hein, c'est un diesel un peu. Alors voilà, une fois qu'on est chauffé, on ouvre la porte et c'est parti. Quand on arrive le matin au vestiaire, avant toute chose, on va dans les services dans lesquels on va intervenir pour prendre les transmissions auprès du personnel soignant. Et parce que nous, on a besoin de connaître bon, le prénom de l'enfant, l'âge de l'enfant, la maladie de l'enfant et l'état du jour aussi. Effectivement, on ne joue pas pareil avec un enfant qui a 2 ans qu'avec un enfant de 12 ou qu'un adolescent de 16 ou 17 ans. Donc, ça nous permet d'anticiper un travail sur mesure qu'on va faire pour eux. On peut avoir un enfant qu'on suit déjà depuis plusieurs fois, qui a souvent la pêche, et on nous dit ce jour-là, il va pas bien du tout, il est très douloureux. On va pas rentrer dans la chambre en mode trompette, et on va rentrer tout doucement sur des œufs. Donc, ces transmissions sont indispensables pour pouvoir nous permettre de nous mettre au niveau de l'enfant. Et puis également, médicalement, c'est important de savoir qu'il y a des chambres qu'il vaut mieux faire en début de matinée plutôt qu'en fin de matinée, parce que l'enfant peut être infecté, que ce virus peut se balader d'une chambre à l'autre, donc il faudra qu'on le fasse en dernier. Enfin, il y a des choses comme ça qu'il faut savoir, donc les transmissions sont indispensables. Et une fois qu'on a les transmissions, on peut repartir dans le vestiaire. Et là, on se change. Et après, une fois qu'on a le nez, eh bien, on déambule et on rentre partout. C'est-à-dire, il n'y a pas de porte fermée pour nous. Sauf, je dirais, si il y a des portes fermées, quand il y a une petite lumière au-dessus de la porte verte, qui veut dire qu'il y a un soin. Là, s'il y a un soin, on ne rentre pas. Sauf si on nous a demandé de le faire. Voilà, en général, le personnel soignant a besoin d'être tranquille avec l'enfant, donc on ne rentre pas, mais partout. Mais autrement, toutes les portes, on peut les ouvrir. Et donc, on intervient aussi bien dans les chambres que dans les bureaux, que dans les salles de soins, que dans la salle de jeu. On va partout. Et on est là pour égayer les services et amener de la vie. Eh ben, concrètement, effectivement, on fait des accompagnements de soins, ça fait vraiment partie, c'est de là que je dis qu'on fait partie de l'équipe. C'est-à-dire que les infirmières, des fois, s'aperçoivent, ou les médecins, s'aperçoivent que, oula, le soin qu'ils ont à faire avec tel ou tel enfant va être difficile, non pas parce qu'il est douloureux, parce que là nous, on peut rien faire, hein, mais parce qu'il est angoissé, ou que les parents sont très stressés, et que peut-être ça serait bien que les clowns soient là, pour détendre l'ambiance ou faire en sorte de détourner l'attention des parents et de l'enfant par rapport aux soins. Donc, du coup, le personnel soignant vient nous chercher et là, on intervient dans ces cas-là. Qu'on fait aussi avec les infirmières quand on part en hôpital à domicile. Maintenant, on se connaît tellement bien avec les infirmières que l'on accompagne qu'elles savent aussi un petit peu comment on joue et ce qu'on fait. Donc, on voit à peu près où elles en sont de leurs soins et au moment où elles doivent piquer ou faire un mouvement ou faire quelque chose qui peut être plus douloureux. Hop, nous, on monte un petit peu le jeu pour que l'enfant soit vraiment avec nous et qu'il ne sente pas ce qui se passe. Donc, c'est vraiment du travail
ensemble. Et puis après, il nous arrive dans certains services qu'au moment des transmissions, les soignants nous disent, par exemple, là, on a un problème avec tel ado, nous, elle nous parle pas, ou elle a peur de nous. Une fois que vous allez passer, vous allez nous dire comment elle est avec vous. Est-ce que elle fait la différence entre les gens qui viennent pour la soigner ou les gens... et donc, on fait des retours aussi sur certains enfants. Ils ont besoin de savoir ça. Ça les fait avancer aussi par rapport à leur prise en charge des enfants. C'est le but des clowns, en fait. C'est-à-dire qu'on est là, mon personnage c'est Docteur Moustique, oui, je suis là pour soigner, mais moi j'ai pas les compétences des autres médecins qui soignent les maladies, qui soignent ce qui va mal. Nous on est là pour soigner ce qui va bien. C'est-à-dire qu'on a remarqué aussi que les enfants à l'hôpital, souvent leur famille, et puis il y a longtemps à l'hôpital c'était déjà comme ça, c'est-à-dire que on leur enlève ce droit à être des enfants. Ils sont malades, les parents ont très très peur, sont angoissés, pas tous, mais certains, et du coup ils ne voient plus leurs enfants comme un enfant qui a besoin de rire, de s'exprimer, de jouer. Et là notre but à nous c'est de leur montrer que l'enfant est toujours là, même s'il est hyper fatigué, même s'il est hyper douloureux, les enfants ont toujours envie de jouer. Donc voilà, on soigne ce qui va bien. On est arrivé dans les services, et bien un petit peu comme sur des œufs. Il fallait faire attention, il fallait prouver à l'équipe soignante qu'on avait notre place avec elle et qu'on était professionnel. Il y avait ça aussi. Effectivement, quand je dis à l'hôpital, faut pas faire de bruit, nous, quand on est arrivé, de toute façon, on n'en faisait pas autant que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on ne se gêne plus, on fait beaucoup de bruit. On peut faire beaucoup de bruit. On peut être respectueux aussi. En service de réanimation, il y a des fois où on le voit à l'entrée dans le service. Et maintenant, on se connaît assez bien avec le personnel. S'il y a une situation qui est vraiment critique, ou hop, on baisse tout de suite. On sent qu'il ne faut pas faire de bruit. Mais autrement, voilà, on est quand même assez bruyant. Il y a 30 ans, fallait y aller doucement. Maintenant, on travaille beaucoup avec les éducatrices jeunes enfants dans les salles de jeu. Et il y a 30 ans, certaines ne nous donnaient pas l'autorisation de rentrer dans leur salle de jeu. Elles avaient, je pense, à cette époque-là, peur qu'on leur vole leurs enfants. Donc, ce qui n'a pas été le cas. Mais ça a mis quelques années avant qu'on soit vraiment accepté pleinement. Il y avait une partie du personnel soignant, et je dirais plutôt les jeunes infirmières, les jeunes médecins qui nous suivaient. Et le personnel un petit peu plus âgé était plus réticent. Et c'est cette partie du personnel qu'il fallait convaincre. On a réussi, puis après il y en a d'autres qui sont partis à la retraite, bien sûr, mais ça n'a pas été simple au début. Ouais. Maintenant, je pense qu'on leur raconterait ça, elles rigoleraient, enfin le personnel soignant rigolerait. Le service pédiatrique, service des enfants, pas que, parce que quand même dans une journée à l'hôpital, on a fait le calcul, on voit 70% d'adultes. Il y a les parents, il y a tout le personnel soignant, donc en fait il y a quand même beaucoup d'adultes dans ces services de pédiatrie. Mais c'est le service de la vie. Les enfants ils jouent, les enfants ils ont envie, ils ont envie de vivre pleinement, donc ça court dans les couloirs, ça fait du vélo dans les couloirs. Il y en a qui jouent au ping-pong, enfin, et puis les éducatrices jeunes enfants qui sont vraiment super, elles leur offrent aussi des fois, il y a des programmations de musiciens, il y a des magiciens qui viennent, enfin, non, sa vie, c'est un service qui est plutôt joyeux. Même si, effectivement, suivant les services, et puis il y a des situations difficiles, mais c'est joyeux. Et je pense que le personnel qui a choisi de travailler en pédiatrie a fait ce choix-là, c'est un choix. Donc ils ont vraiment envie d'être là et ils ont envie de faire en sorte que les enfants soient au mieux. Donc il y a une autre démarche, c'est quand même hyper positif. Ça, c'est quelque chose, même si souvent les gens font « Oh là là, tu interviens dans des services comme ça, mon Dieu, que ça doit être dur. » Alors effectivement, il y a des enfants qui décèdent, et ceux qui décèdent, ils sont forcément passés
par l'hôpital, donc on les a vus. Ça, c'est effectivement des moments difficiles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a de moins en moins. Donc c'est quand même hyper positif. Après, dans les évolutions qui sont moins positives, eh ben, ouais, il y a les écrans, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, aucun enfant hospitalisé avait une tablette ou un téléphone en main. Maintenant, il est rare, je dirais, ils sont rares les enfants dans les chambres qui n'ont pas une tablette, la télé, le téléphone portable de papa et maman. Et nous voyons beaucoup, ça c'est assez triste pour moi, beaucoup de chambres dans lesquelles on rentre où il peut y avoir la maman, le papa et l'enfant. Ils sont trois, ils ont 3 écrans. Ils ne se parlent pas. Voilà, ça c'est impressionnant quand on rentre dans la chambre et qu'on assiste à ça. Je sens une addiction. C'est-à-dire qu'il y a des petits à 18 mois, ils ont carrément leur téléphone dans la main, hein. Donc, même plus jeunes encore. Donc, c'est difficile. Il y en a certains, on n'arrive pas à passer le cap. C'est-à-dire qu'on a beau faire du bruit, on a beau essayer de le motiver, s'il est tout seul avec son écran, qu'il est sur son dessin animé, il ne va pas décrocher. Là, il y a de l'addiction pure, quoi. Je ne sais pas ce que ça donnera plus tard, là, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très compliqué. Mais c'est compliqué, on le sent bien, pas que pour nous, le personnel dit la même chose que nous. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans un milieu fermé et que c'est facile pour les parents je pense les parents pensent faire du bien en faisant ça, mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, dans les autres évolutions, eh bien, il y a les enfants, la maltraitance, qui pour moi est assez difficile. Les tentatives de suicide, les maltraitances, des choses comme ça. Je m'aperçois en 30 ans que quand j'ai commencé dans les services en pédiatrie générale, on avait de temps en temps un cas de suicide, de tentative de suicide, d'idées suicidaires ou de grosses angoisses. Et maintenant, on en a en général entre 5 et 10 dans le service tout le temps. Ou des enfants maltraités, des choses comme ça. Alors, il y a un service à Nantes qui s'appelle l'UAPED, qui est l'unité d'aide aux enfants en danger. On intervient auprès de ces enfants-là. Mais pour moi, c'est le plus difficile, en fait. Ça, c'est la chose la plus difficile à l'hôpital. Parce que la maladie, c'est comme le loto, en fait. Ça peut nous tomber dessus. La maltraitance, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est de l'humain, là. Et qu'à un moment, j'ai du mal à accepter qu'il y ait des gens qui fassent du mal à des enfants. Ça me met en colère. Le reste, bah, voilà, on n'y peut rien. C'est dur, mais on n'y peut rien. Alors, ce qui se passe, ce qui a changé dans ma vie privée, c'est-à-dire que quand j'ai commencé et je suis intervenue, le service qui m'a le plus impressionné au début, c'était l'unité des brûlés. L'unité des brûlés, visuellement, c'est assez impressionnant. Donc, c'était assez choquant. Et c'était, là, c'est pas la maladie, enfin, c'est souvent des accidents. Et c'est des accidents de la vie de tous les jours. Donc, y a les petits qui commencent à marcher, qui attrapent la queue de la casserole, qui est en train de cuire sur la gazinière, ou qui met les 2 mains sur le poêle pour essayer de grimper et qui se brûle les mains. Enfin, c'est vraiment des accidents de tous les jours, du quotidien. Donc c'est vrai que moi quand je rentrais chez moi le soir, j'avais un petit aussi, j'ai très vite appris à mettre les casseroles dans le bon sens. Il y a plein de choses auxquelles je ne faisais pas forcément attention. Je suis devenue un peu parano, je pense ça sur les accidents ménagers. Je pense qu'un enfant peut rien attraper chez moi, que les produits sont pas à hauteur d'enfant, enfin voilà. Ça c'est sûr, ça a changé, le fait de travailler à l'hôpital, ça a changé beaucoup de choses là-dessus, chez moi. Après, ça c'était au début. Maintenant, je dirais que ce que ça change chez moi, c'est que quand je sors de ma journée d'hôpital, je me dis, waouh, je vais bien moi, mais j'ai pas de problème, j'ai pas de soucis en fait, tout va très bien. Ça remet un petit peu l'église au milieu du village. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a un moment, faut arrêter de se plaindre. Il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus difficiles que nous. Qu'après ma journée, maintenant,
quand le soir on se change, hein, on se déshabille, on reprend nos habits d'humain, je dirais, qu'on enlève le nez. Moi, je laisse tout, mon costume et mon nez, je le laisse à l'hôpital. Et une fois que la porte du vestiaire est terminée, j'ai laissé tout ce qui s'est passé dans la journée. Je veux pas repartir avec... enfin, et j'y arrive, alors c'est magique, mais je veux pas repartir à la maison avec des moments douloureux ou des choses un peu... non, je laisse ça là et je reviens. Le temps du trajet, tout est oublié, rangé, voilà, jusqu'à la fois prochaine. Mm. Mais bon, ça, je ne saurais pas expliquer comment j'y arrive. Ça se fait tout seul. Ça se fait avec les années. Mais je me suis un petit peu aussi fait avoir au tout début où, oui, j'ai pu repenser à des choses et du coup, voilà, être un peu triste ou un peu touchée à la maison. Et mon entourage ne comprenait pas. Donc, il y a un moment, il faut quand même savoir mettre un frein à ce genre de situation. Faudrait voir, tiens, avec le personnel soignant, si au bout de quelques années, c'est plus facile pour eux ou pas, je sais pas. Je l'entends souvent s'axer sur le trajet. Mes partenaires de jeu à l'hôpital, il y en a plein qui profitent, qui rentrent pas directement à la maison. Donc effectivement, il y a un sas de décompression, je pense que c'est important. Ouais. Mais est-ce que c'est pour ça que je marche beaucoup? C'est possible. Alors oui, on est confronté à des réticences. Ben, souvent, c'est les parents qui sont tout à fait capables de nous dire c'est beau ce que vous faites, hein, vraiment c'est beau. Mais là, non, pas aujourd'hui, mon enfant, non, il est fatigué, non, il est malade. C'est normal, il est à l'hôpital. Oui, c'est eux qui, des fois, sont tout de suite derrière la porte et nous empêchent de rentrer. Et ils font barrière, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on ne peut pas les forcer. Alors, si c'est des enfants qui sont hospitalisés plusieurs jours, eh bien, on se dit, on aura peut-être une chance de repasser un moment où ils ne sont pas là. Ou de les choper dans le couloir. L'idée, c'est que vraiment, ils se rendent compte à un moment que, et là, c'est un gros défi pour nous, c'est de réussir à faire sourire leur enfant devant eux. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on est les rois, hein. S'ils voulaient vraiment pas qu'on rentre dans la chambre, qu'une fois qu'on a réussi à passer ce barrage, on décroche un sourire, alors là, on est les rois du pétrole. Ça devient le contraire total, on est indispensable. C'est des gens, c'est pas qui sont contre les clowns, c'est qu'ils ont peur pour leur enfant. Donc ils sont surprotecteurs, mais ils réagissent en tant qu'adultes, ils réagissent pas en tant qu'enfants. C'est là où ils oublient que leur enfant, même à travers la maladie, il reste un enfant. Donc ça arrive. Et puis après, bon, il y a quelques enfants qui peuvent avoir peur, les tout petits, jusqu'à 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, peuvent avoir peur s'ils sont tout seuls. C'est-à-dire que là, notre entrée dans la chambre, elle va être différente qu'avec un môme de 10 ans ou un adolescent, parce qu'il a une bulle de protection qui est assez large. On peut ouvrir la porte, mais on va peut-être pas forcément rentrer vraiment dans la chambre. On peut rester qu'à la porte. On le sent, hein. On avance d'un pas ou deux. Si on voit qu'il y a comme une petite peur qui, hop, on recule. Et on peut rester les premières fois qu'à la porte. Et petit à petit, c'est comme un petit animal. On va l'apprivoiser et puis il va se laisser approcher. Voilà. Après, il y a les adolescents qui peuvent aussi être assez braques avec nous, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à l'hôpital, les enfants, ils n'ont pas le choix sur le fait de se faire soigner. Donc, il y a un moment, ils n'ont plus le droit de dire non. Il faut qu'ils acceptent. Et c'est pas toujours facile, je pense. Et nous, on fait partie dans leur journée ou dans le service. C'est le seul truc où ils peuvent dire non, j'ai pas envie ou merde, fais chier, quoi. Donc, en fait, le fait de se faire envoyer balader, il ne faut pas qu'on le prenne mal. Il faut aussi qu'on accepte ça parce que ça peut être bénéfique pour l'enfant de nous dire non. Bon, après, les ados, moi j'adore ça. J'adore les ados parce que c'est un vrai challenge. Et d'être plutôt virulente avec eux, c'est génial, ça marche. Ou s'il y en a un qui a une jambe cassée, qui a des bonbons sur sa table de chevet, je suis totalement capable de prendre les bonbons et de dire, de toute façon, tu ne pourras pas courir après moi, alors je fais ce que je veux. Ben, voilà. Et c'est une autre façon de rentrer en contact avec eux, et ça marche. Hein. Donc, voilà. Suivant les âges, il faut s'adapter. Ce qui est génial, c'est qu'on ne fait jamais la même chose d'une jambe sur l'autre. Et comme c'est de l'improvisation, effectivement, hein, c'est jamais la même chose. C'est ce qui me plaît dans ce métier, en tout cas.
En fait, une femme clown dans un service de pédiatrie, moi je tutoie tout le monde par exemple. Je tutoie aussi bien la SH, l'infirmière, l'éducatrice, que le chirurgien, que le grand professeur. Je suis clown. Donc de toute façon, il n'y a pas de hiérarchie pour moi. Et si bien qu'effectivement, ça marche totalement. Et femme ou pas femme, c'est le clown. Donc on n'a pas du tout de difficultés. Et il n'y a pas de différence entre... C'est comme si les clowns n'avaient pas de sexe, je dirais, voilà. On n'est pas touché dans ce milieu-là, vraiment à l'hôpital, par rapport à la place de la femme. Par contre, en pédiatrie, moi, je vois effectivement que c'est des services qui sont relativement féminins. C'est-à-dire que le choix de travailler auprès des enfants, c'est vraiment un choix de femmes, de jeunes femmes souvent, et... il y a quand même très peu d'infirmiers, il y a très peu d'ASH. Les hommes, ça va être plutôt les médecins, ça va plutôt être les postes de pouvoir, un peu plus, effectivement. Donc c'est compliqué, on va encore mettre des années et des années. L'enfant, c'est la femme. Voilà, c'est qui s'en occupe. Et est-ce que vous avez peut-être, pour terminer, des anecdotes à nous raconter ? Eh ben, je vais raconter l'anecdote que je t'ai racontée. Voilà, j'ai un souvenir très fort d'un petit garçon. C'était dans les premières années où j'intervenais. On est rentré dans une chambre. Le petit garçon était vraiment pas bien. On savait qu'il était en soins palliatifs, donc il était en fin de vie. Mais bon, on le voyait régulièrement. Et là, il n'était pas bien ce jour-là. Mais quand on est rentré dans la chambre, il y avait ses parents. Il nous a dit « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire ». Et en regardant ses parents, on a bien compris que c'était pas son anniversaire, mais il avait envie qu'on fête son anniversaire. Donc on est parti à chanter des chansons d'anniversaire. On a fait comme un faux gâteau. Il soufflait sur nos doigts comme si on était des bougies. Enfin, et puis là, il nous a dit et puis on va inviter machin. Donc c'était ses copains d'école, ce que j'ai compris, et puis les gens qui l'aimaient bien. Et on a fait une grosse fête dans sa chambre, alors qu'il était vraiment au fond de son lit. C'était très festif, très sympathique, très joyeux. Et puis on est sorti de la chambre, on était très contents, on a continué à jouer dans ce service-là, et on a appris 1 heure après qu'il était décédé. Et alors ça nous a... Puis c'était les premières années, donc ça nous a bien coupé les pattes, hein, comme on peut dire. On était vraiment très touchés. Et le médecin qui nous a prévenus nous a dit « Mais non, mais en fait, il a mis en scène sa fin de vie. » C'était très beau. C'était très, très beau. Et je pense qu'il est mort joyeux, cet enfant. Et d'avoir participé à ça, c'est quelque chose. Hein. La preuve, c'est que 30 ans après, j'y pense encore. Alors... Et c'était quoi le... C'était les maillots de bain. Ah oui. Oui. Donc on a décidé avec une collègue. Des fois on fait des journées à thème. Voilà, on a envie, on fait ça. C'était l'été. C'est pareil, c'est pas très vieux. Et on s'est dit, c'est-à-dire que ma collègue avait récupéré des super beaux maillots de bain des années 50 avec des grosses fleurs, mais qui étaient un petit peu, pas très échancrées quand même, donc un petit peu shorty quoi. Et puis elle avait 2 très beaux bonnets de bain avec des fleurs, très années 50. Donc on s'est dit on va aller à l'hôpital avec notre serviette autour du cou et on va chercher la piscine. Et alors là c'était très très drôle. Le personnel nous en parle encore parce que je pense que les gens n'ont pas l'habitude de voir en plus des jambes et des bras nus. Donc on était vraiment en maillot de bain. Là c'est avec un micro, mais j'ai pas le corps d'une jeune naïade. Donc effectivement c'est un peu puis c'était des maillots de bain qui se voyaient bien, qui étaient très colorés. Et donc, dans les chambres ou dans le couloir, on cherchait partout une piscine. Les enfants cherchaient avec nous. Enfin, c'était très, très bien. Et ça donnait du jeu avec le personnel, du coup. Ce jour-là, on avait plein d'enfants qui nous suivaient dans le couloir. Et le personnel, c'était vraiment une ambiance particulière. Il y a une infirmière qui a été chercher une bassine, qui a mis de l'eau pour qu'on se jette dedans. Et comme c'était dans le couloir, j'ai sauté dedans. On a mis une chaise, je suis montée de la chaise, j'ai sauté dedans. Donc il y en a eu partout, quoi. Mais c'était hyper joyeux et je sentais bien que je pouvais le faire parce que le personnel était OK. Parce qu'après, il fallait quand même nettoyer le sol. Donc, mais tout le monde était dans ce jeu. C'était vraiment une journée particulière. On a fait une journée là...
particulière pour les 30 ans du Rire Médecin à l'hôpital de Nantes. Et là, on est intervenus les 13 clowns ensemble. On n'est pas rentrés dans les chambres, on a juste fait une parade dans tous les couloirs. C'était joli, il y avait des belles chansons, on avait trouvé des belles chansons. Et c'était très festif, ouais. Et du coup, pour terminer, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de votre métier ? Eh bien, moi, ce que je pense de mon métier, c'est qu'on est là, pour soigner ce qui va bien, qu'un enfant reste toujours un enfant malgré la douleur, malgré la maladie, et surtout qu'on est là pour faire du bien. Chers auditeurs, chères auditrices, ce podcast touche à sa fin. À très vite pour l'écoute d'une autre essentielle.